Merci beaucoup, notamment de pouvoir parler de ce sujet, qui en pratique est comme un sujet pas extrêmement fréquent, vu la rareté des fûts génétiquement déterminés et qui tombent enceintes derrière, mais conceptuellement très intéressant. Alors du coup, moi je vais plutôt me focaliser, vous avez compris dans le titre, plutôt sur les formes complément dépendantes génétiques. Je vais laisser Alexandre qui va probablement décrire comment on reconnaît un HELP d'un CHU atypique, etc., qui sont toutes les questions qui sont posées à chaque fois qu'il y a les appels en urgence pour ces situations-là, qui sont un vrai casse-tête diagnostique. Hein. Et à chaque fois, c'est très intéressant. Moi, je lis avec attention et délectation le... Alors, ce que je vais... donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Je suis très fidèle à ce que me dit le doyen. Il faut toujours dire ses liens d'intérêt. Bon, bref... Donc en clair, je vais vous parler un petit peu de la physiopathologie et notamment de la partie génétique, hein, et vous voir avec l'implication que ça peut avoir pour éventuellement le conseil génétique, qui est très discuté dans les CHU compléments dépendants génétiquement médiés. Comment on peut faire le diagnostic, quelles sont les particularités notamment de management clinique, les doses d'équilizumab, par exemple, si les patientes sont transplantées. D'autre part, l'assessment du risque, quand on est déjà au courant que la patiente est porteuse d'une variation dans C3, CFH, CFI, etc. Je vais y revenir. Et puis si on peut capitaliser sur ce qu'on appelle les variants communs, donc les haplotypes à risque ou les complotypes. Et puis un petit mot sur une chose qui est en train d'émerger en génétique, qui est en fait un sujet important pour la prise en charge clinique des maladies génétiques, quelles qu'elles soient, c'est le concept de pénétrance. Aujourd'hui, jusqu'à présent, la pénétrance, elle est basée sur des études de famille. Donc, vous êtes porteur du variant. Au cours de votre vie, vous avez plus ou moins de chances d'exprimer la maladie. Donc, si vous exprimez à la fin de vos vies, on dit que la pénétrance est complète. Mais en fait, ça, c'est des études qui sont faites au sein de familles. Et maintenant, on a des registres énormes et on peut décrire, quand vous êtes porteur d'une variation X ou Y, savoir quelle est la probabilité, s'il n'y a pas cette maladie dans votre famille, d'exprimer cette maladie. Alors, The Matrix, il manque le S à Valentin Maison, mais je m'apologize. C'est cette fameuse étude sur les biopsies rénales. Mais à chaque fois, je commence sur ça pour dire que globalement, le diagnostic d'un CHU, le terme CHU atypique, est plutôt un mauvais terme. Ça peut être un diagnostic d'exclusion. Et finalement, c'est plutôt la preuve moléculaire génétique qui va confirmer qu'on est bien dans une MAD complément dépendante, même si dans 20-40% des cas, on ne va pas trouver de variation dans les gènes dits compléments dépendants. Mais aujourd'hui, on va trouver d'autres variations dans d'autres gènes de non-compléments qui peuvent répondre à l'équilizumab notamment. Et vous voyez qu'on a ces interactions cliniques entre l'HTA maligne, la grossesse dont on parle aujourd'hui, et puis les anomalies complément dépendantes. Alors, si Bérangère l'a évoqué, Alexandre va probablement l'évoquer, c'est vraiment la grossesse, ça peut rapidement devenir compliqué et faire mal à la tête sur qu'est-ce qui est en cause, selon à quelle période de la grossesse on va se situer. Mais en tout cas, la grossesse est un trigger, quelque chose qui va stresser l'endothélium et le système du complément, et donc qui peut démasquer ou en tout cas être un événement contemporain de la découverte d'un CHU. Donc complément dépendant lié à une anomalie génétique. Là, je pars du principe qu'on connaît ce diagnostic et que la patiente va tomber enceinte à ce moment-là. En tout cas, il faut reconnaître ce diagnostic parce qu'on a un traitement qui marche plutôt bien, à la fois pour la maman et éventuellement pour que le fœtus puisse évoluer un peu mieux selon le stade de la grossesse. Et encore une fois, avoir une connaissance de quelles sont les anomalies génétiques qui sont portées par la patiente, qu'elle soit issue, que son mari soit apparenté ou pas, puis est très important pour déterminer ce qui se passe au cours de la grossesse. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers des anomalies des gènes du complément, je ne vais pas reprendre la cascade, j'ai décidé de ne plus faire, j'ai changé un peu mes diapositives. Il y a donc des régulateurs donc de la voie alterne du complément qui sont le CFH, le CFI, le CD46, autrefois appelé MCP. Et puis il y a, je dirais, le C3,
qui est produit par le foie ou d'autres organes et qui peut s'activer un peu automatiquement et être régulé par ces régulateurs. Et puis le facteur B qui va activer ce C3, notamment pour simplifier les choses. Donc vous pouvez avoir en fait soit une perte des régulateurs, soit un gain de fonction des activateurs qui vont mener à une dérégulation de la voie alterne du complément dans cette situation-là. Alors ça ne veut pas dire que, là je pars du principe qu'on connaît l'anémie moléculaire, mais on a quand même quelques cas de patientes qui ont récidivé plusieurs fois et qui n'ont pas, au jour d'aujourd'hui, une documentation dans les parties au moins exoniques des gènes connus dans le complément, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études regardant dans les parties introniques profondes, et puis encore d'études extensives avec des études whole genome dans le registre notamment de ces patientes ou ces patients qui ont aujourd'hui, avec les techniques, je dirais, de ces 10 dernières années, l'absence de mutation. Donc, pas de mutation ne veut pas dire, ou de variation pathogène documentée, ne veut pas dire que vous n'avez pas, en fait, une sous-jacente, mais la technologie évolue. Alors, juste un petit... donc il y a Bérangère qui nous a parlé du PTT. Je ne vais pas vous parler des maths à la cobalamine qui sont maladies récessives. En fait, ni les zones développementales type SOX18, etc. Je ne vais pas vous parler de la néphrologie, même si ça m'aurait fait plaisir. Globalement, les Alports, etc., qui peuvent faire des maths, etc. Donc on va rester sur ce domaine des maladies qui sont actionnables par l'éculizumab, avec des variations qui sont soit homozygotes dans des familles, ce qui est quand même très très rare globalement, soit plutôt, et c'est ce qu'on discute quasiment tous les jours quand on se pose ces questions-là et qu'on séquence les patients, soit des anomalies du facteur H, soit des anomalies qui sont quand même beaucoup plus compliquées à déterminer avec les techniques dites de NGS classiques, short read, qui sont les gènes hybrides, ou gènes de fusion entre le CFH et d'autres gènes qui sont un peu plus situés plus loin, CFHR3, CFHR1, CFHR4, CFHR5, des anomalies du CD46, qui est une protéine membranaire, des anomalies du CFI qui sont produits essentiellement par le foie, un gène qui avait été découvert et démontré par Véronique Furmotic sur une approche gène candidat. Il n'y a pas de famille, ou très très peu aujourd'hui décrites dans ces formes-là, alors qu'on a des familles de CFH, des familles de CD46, des familles de C3 notamment. Donc ça, soit des variations une seule variation hétérozygote, soit deux variations homozygotes. Et bien, naturellement, si on est issu d'une famille consanguine, on peut concentrer ces variations et être dans des formes plus sévères associées. Donc en fait, la maladie CTMA est à la fois une maladie homozygote ou une maladie hétérozygote. Alors, ces gènes hybrides, j'en parle pas pour faire savant, c'est 5% des microangiopathie traumatique aujourd'hui, mais je pense que probablement, comme c'est très dur à diagnostiquer du point de vue technologique, peut-être qu'on le sous-estime, plus que ça. Et donc, c'est quoi ces anomalies-là? En fait, ce sont des gènes de fusion qui vont arriver d'une mauvaise recombinaison homologue entre la partie terminale du CFH que vous voyez, si le pointeur marche, voilà, ça ne marche pas, enfin, peu importe, qui est en rouge là-bas, et les gènes qui sont situés après en aval du CFH, qui sont CFHR3, CFHR1, etc. Et puis les allèles paternels et maternels au cours de la méiose vont se prendre les pieds l'un dans l'autre, et vous allez avoir un gène de fusion, CFH, CFHR1 classique, ou CFHR1, CFH. Bref, de nouvelles protéines qui vont perturber complètement, qui vont faire soit des gains de fonction de protéines de CFH qui vont empêcher le CFH de fonctionner correctement, notamment ou faire une compétition avec d'autres inhibiteurs. Donc ça, c'est très dur à détecter. Aujourd'hui, il y a la méthode MLPA qui va compter en quelque sorte le nombre d'exons qui vous manquerait pour constituer ces différentes protéines. Et puis, il y a une technique dite maintenant qui va séquencer complètement l'ADN, voir où est le point de cassure, etc., de ces gènes de fusion, qui est la technique long grid nanopore qu'on met en place à Sorbonne, qui est disponible aujourd'hui, qui a quand même du mal à détecter la rareté de la rareté, c'est ce qu'on appelle des conversions géniques, et pas des simples délections qui vont faire apparaître les variants hybrides. Donc j'insiste sur ça, c'est que généralement, si vous faites un exome classique ou si vous faites un panel classique, il n'y a pas de MLPA derrière ou il n'y a pas de long grid, vous pouvez rater ces variations-là. Et elles sont très importantes parce qu'elles peuvent se manifester pendant la grossesse, elles sont assez sévères d'une part, et d'autre part, c'est les formes les plus pénétrantes. Donc c'est celles-ci qu'on devrait voir le plus. Alors, je vous ai parlé des variations rares, il y a aussi des variations fréquentes, donc soit ce qu'on appelle
vous avez un C3 qui marche trop bien, un CFB qui marche trop bien, un CFH qui est paresseux, etc. Vous combinez les trois et vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes hyper inflammatoire et vous pouvez facilement faire de la mat. Et à l'inverse, vous êtes activateur paresseux. Ça, c'est des variations fréquentes qui se combinent les uns chez les autres. Vous avez la fréquence de retrouver ça chez un individu est marquée sur la droite, prévalence à chaque fois, 1 sur 62 chez les caucasiens, etc. Et ça, on peut le déterminer si vous séquencez les parties codantes de C3, de CFB, etc. Donc c'est facilement fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle les haplotyparismes qui ne sont pas toujours faits parce que c'est dans les parties qui sont souvent introniques ou près des promoteurs qui vont par exemple donner que le CFH a plus de risque de s'exprimer ou donner un facteur de risque supplémentaire, soit 1,5, soit 1,25. Ça a été décrit par Matthew Pinkring en 2007. Ce n'est pas fait souvent en pratique courante. Véronique dit que l'application clinique elle est peut-être modérée, mais si vous avez une étude exhaustive dans le laboratoire de référence de l'HEGP, on va vous donner ces haplotyparismes. Vous pourrez calculer éventuellement les complotypes et du coup raffiner un petit peu, si vous avez une variation rare, du risque que la patiente pourrait avoir au cours de la grossesse. Donc ça vous donne des éléments supplémentaires pour décider du risque, d'évaluer le risque que ces variations s'expriment. Alors, en termes de conseil génétique, qui est très discuté dans les CHU compléments dépendants, vous avez la capacité de récidive au cours de la vie de la personne ou en cas de greffe de rein, voyez. Les gènes hybrides peuvent très facilement récidiver. La délétion homozygote CFHR3, CFHR1, attention à ne pas confondre avec les fameux gènes hybrides dont je vous ai parlé. C'est complètement différent. Cette délétion homozygote, elle est très fréquente, notamment chez les Africains, jusqu'à 25%. Et elle est associée plutôt à un risque de faire des anticorps anti-facteur H, et donc est plutôt en pédiatrie. Donc chez les adultes, globalement, ce n'est pas trop notre souci, même si ça peut parfois arriver. Et puis, vous avez le CD46, le CFI, ou les gains de fonction du C3. Vous avez à chaque fois un risque, et le risque est le plus faible pour le CD46, qui est exprimé notamment à la membrane des cellules, soit du greffon, ou soit lors de la placentation, exprimé par le placenta, par le trophoblast, par le fœtus. Le génome du fœtus. Alors, faire un test génétique, en 2025, c'est toujours une discussion. Vous pouvez, si votre diagnostic est clear-cut, s'il n'a jamais pas été fait, mais on n'est pas dans cette situation conceptuelle aujourd'hui. Je veux dire, on connaît ou ça a déjà été fait de manière extensive. Et on peut faire un exome ou un long grid. Et donc, la temporalité, selon où on se situe en France, si on est près de Sorbonne Université, on peut avoir un test nanopore en 48 heures ou 3-4 jours maximum et avoir tout, globalement. Les exons, les introns, tout ce que vous voulez sur les gènes du complément et même au-delà. Et puis dans d'autres centres, vous pouvez avoir un exome ou alors avoir un panel du complément, mais ça dépend des endroits où vous l'envoyez. Alors là, vous cumulez les risques. C'est une représentation pour dire que vous partez d'un genetic background, comme on dit souvent chez la souris, mais là, on n'est pas des souris, et on va rajouter soit des variations communes, donc les haplotyparismes du CFH dont je vous parlais, les complotypes dont je vous parlais, et puis vous pouvez être porteur d'une variation plus ou moins pathogène dans le CFH, le CFI, etc., qui sont généralement et quasiment toujours des variations assez rares ou très rares. Et puis vous pouvez combiner ces risques facteurs et les accumuler, et donc du coup avoir plus de chances de faire une expression au cours de votre vie de la maladie. Et notamment, vous pouvez être à l'extrême homozygote pour une variation du CFH et d'avoir une probabilité d'exprimer la maladie de manière assez importante, notamment. Et donc là, au cours de la grossesse, il y a le fameux 3e trimestre qui est quand même, je l'ai mis en rouge, qui est là où globalement les choses peuvent se passer. Mais avant, on peut voir que le fœtus ne pousse pas, un retard de croissance intra-utérin. Et Haute-Servet avait bien montré d'ailleurs que même si vous êtes sous éculizumab, ça ne vous empêchera pas de faire une prééclampsie, ce qui pose la question de comment ça peut apparaître indépendamment du complément en quelque sorte. Et puis vous pouvez faire des événements au 3e trimestre, en postpartum, etc. Notamment. Donc il faudra monitorer ces patients de manière très agressive, donc les surveiller, leur expliquer, avoir une éducation thérapeutique avec elles, notamment. Et puis la question qui se pose, indépendamment, c'est souvent quel est le risque pour mon enfant
de développer cette maladie, sachant que moi, je suis porteuse d'une variation et que j'ai déjà un risque, moi, femme, enceinte, d'avoir un CHU. Donc on va discuter le traitement par eculizumab pour ces patientes. On va les mettre sous eculizumab pendant la grossesse la plupart du temps. Et puis, il y a eu 2 études finalement qui essayent d'évaluer, et là, c'est ce qu'on appelle des études qui sont basées sur la pénétrance au sein des familles, hein. Ce n'est pas des études en population. Et donc ça, on maximise l'événement de la pénétrance, c'est-à-dire la probabilité quand vous êtes porteur de la variation, donc l'enfant est porteur, quel est son risque de faire une microangiopathie thrombotique. Et vous voyez que là, en fait, en bleu, c'est les petits garçons, et en rose, comme d'habitude, c'est les filles. Vous voyez que les garçons, c'est plutôt au début de leur vie qu'ils vont avoir plus de risques de faire un CHU, et les filles, c'est plutôt quand on va être enceinte que justement, on va revenir, Alexandre va en parler, que c'est un trigger pour mettre en évidence ce type de maladie. Ça va souvent déclencher un test génétique, etc. Et puis au cours de votre vie, dans cette étude faite par nos collègues italiens, vous avez une pénétrance de 20%. Ça veut dire que vous avez 20% de chance de développer cette maladie au cours de votre vie. Ce qui, quand on est optimiste dans la vie, c'est pas beaucoup. Quand on est pessimiste, ça peut sembler énorme. Et c'est en fait tous les gènes cumulés, CFH, CFI, C3, et on ne distingue pas parce qu'il n'y a pas de problème de puissance dans cette étude. Donc ça, j'aimerais vous alerter sur les choses qui sont en train de changer pour évaluer notamment le fait d'être porteur d'une variation dans les gènes du complément. Donc on peut découvrir de manière fortuite, on fait un exome ou que sais-je, et on découvre que vous êtes porteur d'une variation de C3. Il n'y a aucun antécédent dans votre famille de maths. Pourtant, c'est une variation dite pathogène, documentée dans les bases de données de manière fonctionnelle. Et donc, quand on découvre ça de manière complètement fortuite, quel est le risque que vous développiez une maladie au sein de votre vie? Ça, c'est pas connu. Aujourd'hui, il n'y a pas de données, mais en tout cas, on estime que c'est bien plus faible que d'être découvert quand vous avez un contexte familial. Donc, la probabilité de développer une MAD quand on le découvre de manière fortuite en étant porteur d'une variation du C3, par exemple, c'est probablement bien plus inférieur à 20%. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la quantifier. Et c'est tout la gageure actuelle de toutes les bases de données internationales et pour toutes d'autres maladies, dominantes notamment, de déterminer le risque associé à être porteur de telle ou telle variation. Ça, c'est une étude espagnole, pareil, qui évalue, alors il y a un petit typo là, mais globalement, c'est encore family-based. Et ça va, vous voyez que quand vous êtes porteur de 2 allèles, donc vous êtes homozygote globalement ou biallélique, vous avez beaucoup plus de chances de développer une maladie, ou si vous êtes porteur d'un hybride notamment. Alors, on peut voir, si vous y arrivez, vous lisez avant la grossesse, c'est quoi il y a un résultat de génétique, il faut voir quel est le type de variation, dans quel gène, est-ce que c'est 3, etc. Et puis, est-ce qu'il y a les haplotypes à risque documentés, etc. Est-ce qu'il y a eu un trigger au moment est-ce que c'est une forme familiale, etc. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour évaluer le risque au cours de la grossesse de la patiente, notamment. Alors, est-ce qu'on doit faire un dépistage systématique des apparentés? Aujourd'hui, dans le PNDS, il est marqué que non. Donc, en clair, si une femme demande « je veux savoir si je veux des enfants, est-ce qu'on va dépister mon frère, ma sœur, etc. ou on dépistera mon enfant, etc. » La recommandation, c'est plutôt non. Parce que, jusqu'à présent, l'idée de la pénétrance, c'est que c'est plus un facteur de risque au cours de votre vie que vraiment une maladie qui va s'exprimer. Et donc, il y a la partie non progressiste des généticiens est plutôt conservative aujourd'hui. Le prix, c'est de ne pas savoir. Alors, moi, je vous donne mon avis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Certains, ça les étonnera. Mais globalement, c'est comme une maladie qui peut répondre à un médicament qu'on peut donner au cours de la grossesse, un médicament qui est peut-être coûteux, mais qui est au prorata des enjeux. Donc je pense que si ma fille était porteuse, je pense qu'il faudrait le savoir avant sa grossesse, en tout cas, pour lui donner le maximum de chances de ne pas se retrouver à la mat de grossesse avec Alexandre, qui aura peut-être des cheveux blancs, et on discutera si elle n'est pas ou porteuse d'une variation. Si on le sait déjà, c'est plus simple pour stratifier le risque, notamment. Donc ça, c'est une question qui est ouverte aujourd'hui. Et puis, il y a la révolution de l'éculizumab, ce papier de Julien Zuber, qui a changé le monde de la néphrologie et des patients qui attendaient sur une liste de greffe et qui perdaient leur greffon. Et maintenant, ils ne le perdent plus et en plus, ils finissent moins dialysés. Donc, c'est quand même super. Et donc, il y a tout un framework qu'il faut mettre en place. Donc, j'ai bien insisté, j'espère, sur le Genetic Risk Assessment. Globalement, vous avez compris.
qu'il faut optimiser les choses, et ça se discute avec les obstétriciens. Il faut anticiper la grossesse le plus possible, contrôler la pression artérielle, arrêter les IEC, les ARA2 si jamais il y en a, voir le niveau de créatine, etc., qui est basal, voir s'il y a déjà une grossesse avant, un RCU, etc. Tout un tas de critères qui doit être multidisciplinaire dans la décision, et aussi voir si la patiente est déjà traitée par eculizumab. On ne va pas discuter de l'arrêter ou quoi que ce soit pendant la grossesse. Et puis il faudra réadapter les doses d'eculizumab pendant la grossesse, augmenter les doses jusqu'à 1200-1800 mg si besoin, et le doser pour pouvoir optimiser les choses. Donc, il y a tout un tas de bilans qui sont cités là, donc un bilan rénal, biologique, hématologique, etc. Et puis on va suivre la grossesse comme le lait sur le feu jusqu'à quelques semaines après l'accouchement, à chaque fois avec une collaboration avec les obstétriciens, les néphrologues, et essayer d'éduquer un maximum la patiente sur les risques, sur les symptômes. Donc ça, si on prend un sous-groupe, c'est quand vous êtes transplanté du rein, que vous êtes une femme et que vous avez été transplanté parce que vous avez un CHU atypique, une maladie complément dépendante. Maintenant, on espère que ça n'arrive plus, mais malheureusement, ça peut encore arriver quand on rate les diagnostics. Eh bien, vous voyez que quand vous avez des anomalies du CFH en noir ici, ou les gènes hybrides, vous avez plus de chances de faire un événement. Donc c'est plus pénétrant en quelque sorte. Il faut que les patients aient une prophylaxie par eculizumab. La discussion dans certaines formes, si elle ne l'était pas, de faire une early rescue stratégie est très discutable. Et en tout cas, encore une fois, d'être en discussion avec les obstétriciens, la réa néonate, d'anticiper toutes les possibilités et d'avoir un protocole pour suivre cette patiente avec ses particularités en discussion pluridisciplinaire. Donc, je pense que ça, c'est Régis qui en parlera. Globalement, l'eculizumab, ce n'est pas du tout toxique pendant la grossesse. Ça ne passe pas après dans le lait maternel. Donc, en clair, il n'y a pas de problème pour donner ce médicament-là pendant la grossesse. Qu'en est-il des biosimilaires? Je ne sais pas répondre à la question, mais c'est probablement la même chose. Et vous voyez que globalement, on a un taux dans le registre HPN tout à fait satisfaisant et pas de complications. Donc ça, c'est ce que probablement Régis nous rappellera dans les données. Pour le ravulizumab, je crois qu'il y a des données que Régis connaît, que moi je ne connais pas, sauf erreur. On n'a pas encore de données publiées fortes de registre pour l'instant. Alors, ça c'est les choses qui sont compliquées, c'est-à-dire que vous voyez, on peut faire une prééclampsie alors qu'on est sous eculizumab. C'est Aude qui nous racontait ça dans la série qu'elle avait repris dans NDT en 2016. Il y avait 6 femmes, je crois, ou 7. Et donc certains avaient développé une prééclampsie. Il y a Eric Rondeau qui a repris en 2022 dans Néphron le registre Alexion sur 24 grossesses sous eculizumab ou 20 grossesses non sous eculizumab chez des patients qui avaient des anomalies génétiques associées. Et vous voyez, il y avait des RCIU dans 30% des cas de mémoire, il y avait des prééclampsies dans 40% des cas, que vous soyez plus ou moins traité. Et donc, on peut personnaliser le risque avec la génétique, mais on peut aussi évaluer ex vivo les complexes C5b9, avoir. Et puis on peut discuter, ça je pense en France c'est pas trop le cas, de dire est-ce qu'il faut mettre ou pas de l'eculizumab, plus ou moins de temps, etc. Pour ces patientes. Je pense que le traitement d'emblée en France se discute pas. Et donc vous avez donc résumé ici tout ce qu'il faudrait faire en préconceptionnel. Si jamais on est pris de vitesse, qu'on se retrouve au premier ou au troisième trimestre, au second trimestre de la grossesse ou au troisième, et puis en post-partum, notamment, pas de problème pour la lactation, etc. Ça, c'est une revue, les différentes littératures que j'ai pu associer à cette présentation, que vous pourrez regarder. Et puis, je remercie tous mes collègues qui participent à la mise en place, notamment du nanopore rapide, notamment. Et je voudrais exceptionnellement, moi aussi, avoir une pensée pour Franck Bridou. Ceux qui ne le savent pas, mais quelqu'un qui m'était relativement proche, parce que je l'ai connu pendant mon externat. Et donc, j'ai été, comme beaucoup, très affecté. Et je voudrais lui rendre hommage, encore une fois. Et merci, Paul, d'avoir fait cette minute de silence. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à toutes les questions.